Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Ce soir, nous recevons Pierre Larouturou. Vous êtes ingénieur, économiste, vous êtes un des principaux partisans de la semaine de 32 heures. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France pour Europe Écologie Les Verts. Vous avez milité au PS il y a quelques années. Bonsoir Pierre Larouturou. Bonsoir. Vous publiez cette semaine Pour éviter le crash ultime chez Nova Édition. C'est un livre très pédagogique sur la crise, un peu atypique aussi. En tout cas, vous parlez de solutions radicales. Pour vous, la crise est encore pire que ce que l'on pense ? Oui, elle est déjà très grave aujourd'hui. Quand vous voyez le nombre de chômeurs en France, 4 600 000 chômeurs et puis des millions de précaires. Et tous les mois, il y a au moins 100 000 personnes qui ne sont plus au chômage, mais qui tombent au RMI ou qui n'ont droit à RSA et qui n'ont droit à rien si leur conjoint est revenu. Donc déjà, la crise sociale est très grave. La crise écologique, le Figaro parlait l'autre jour du fait qu'on vivait une sécheresse extraordinaire. On n'est que juste début juin. Donc la crise sociale et la crise écologique sont déjà très graves. Et ce que je montre, c'est que la crise financière n'est pas du tout finie, que depuis 3 ans, on continue la fuite en avant. Aux États-Unis, en Chine, ça peut partir en vrille, on est à un niveau le pire devant nous. Si on ne change pas de politique, mon but est justement d'éviter le pire, mais oui, si on ne change pas de politique, on voit bien encore les débats ces jours-ci aux États-Unis sur le problème de la dette américaine. L'agence Moody's a adressé un avertissement aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour vous donner 2 chiffres, le PIB aux États-Unis au premier trimestre n'a augmenté que de 60 milliards, plus 60 milliards. Et pour obtenir ces 60 milliards de PIB, il a fallu 380 milliards de déficit. 380 milliards. C'est comme une voiture qui roule encore, mais il faut s'arrêter tous les 300 mètres pour mettre 1 litre d'huile. Donc n'importe qui vous dira qu'une voiture qui roule, mais où il faut mettre 1 litre d'huile tous les 300 mètres, le moteur peut péter à n'importe quel moment. Et les États-Unis et la Chine, parce que je montre aussi ce qui se passe en Chine, sont dans la fuite en avant avec un déficit toujours plus gros pour une croissance toujours plus faible. Donc si on ne change pas radicalement de politique, on aura une nouvelle crise qui sera plus grave que la première, parce que ce qui nous a sauvés depuis 3 ans, quand Lehman Brothers est tombé, il y a eu 3 jours de panique, mais après ça, Paulson et Bush ont dit on met 400 milliards sur la table, et le calme est revenu parce que tout le monde faisait confiance aux États-Unis pour trouver 400 milliards. Donc ce qui nous a sauvés depuis 3 ans, c'est que tout le monde faisait confiance à la solidité financière des grands pays. Or aujourd'hui, le Japon, les États-Unis, plus personne ne fait confiance à la solidité financière des grands pays. Et en France, l'année prochaine, il y a la présidentielle. Le président qui sera élu n'aura pas les moyens de tenir ses promesses ? Mais ça dépend quelles sont ces promesses. Moi, je montre, et avec des amis d'Europe Écologie, on travaille là-dessus, je montre qu'il y a évidemment des solutions. Je montre d'abord la bonne nouvelle, c'est que l'Europe et la France, mettons la Grèce à côté, mais qu'en Europe, la situation est beaucoup moins dégradée qu'aux États-Unis ou en Chine. Je suis moins inquiet pour la France et pour l'Europe que pour les États-Unis ou pour la Chine. Je montre aussi comment on pourrait se protéger s'il y a un tsunami sur les marchés financiers. C'est ce que dit votre collègue Jean-Marc Vittori des Échos, qu'il faut ouvrir les yeux. On va vers un tsunami sur les marchés financiers. Je montre de façon très concrète comment en quelques semaines, on pourrait construire 2 murs étanches pour protéger notre société et notre économie réelle. C'est le protectionnisme, ça ? Non, c'est ce qu'a fait Roosevelt. C'est interdire aux banques de spéculer avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. C'est un mot qu'on ne prononce pas, protectionnisme, c'est pas possible ? Non, mais le protectionnisme, enfin, ça dépend. C'est comme le cholestérol. Ce que je montre, c'est qu'il y a 2 façons de définir, d'agir pour se protéger. C'est pas choquant de se protéger. Si on dit que les marchés financiers vont vers une énorme crise, protéger notre économie, protéger notre société, ça n'a rien de. Donc, je montre très concrètement comment, en quelques semaines, si on le veut, on peut se protéger de la crise financière qui vient et comment on peut sortir du chômage et de la crise sociale sans attendre la croissance qui ne reviendra pas. Sur ce sujet du protectionnisme, on va écouter Arnaud Montebourg qui était mercredi à votre place et qui parle de démondialisation. Est-il prêt à participer au grand chantier de la démondialisation, consistant à nous protéger contre les déséquilibres de la mondialisation et ses dangers, et à reconstruire avec tous les Français une base industrielle solide pour notre pays, où nous produirons davantage ce que nous consommons. C'est un concept que vous partagez, la démondialisation ? Non, parce que ça donne l'impression que la mondialisation est le premier coupable. Or, je montre de façon très concrète que bien sûr il y a des délocalisations et je fais des propositions pour éviter les délocalisations, par exemple de la production d'automobiles vers la Hongrie ou vers la Slovaquie. Je me bats depuis des années pour un traité de convergence européen en matière sociale. Je montre comment l'Europe a un rôle à jouer pour que la Chine respecte des règles sociales. Donc il y a des choses à faire. Mais je montre aussi de façon concrète que la production industrielle sur notre territoire, malgré les délocalisations, continuer d'augmenter jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc on ne peut pas expliquer nos 4 millions de chômeurs et nos millions de précaires. C'est pas comme s'il y avait une hémorragie et que toute l'industrie était partie en Chine ou dans les pays à bas salaire. Ce diagnostic est faux. En gros, tous ceux qui ont vraiment travaillé sur la question... de la mondialisation.
Pardon ? Faut pas avoir peur de la mondialisation. Mais il ne faut pas être naïf. Il faut, là aussi, ce qu'a fait Roosevelt. Roosevelt, avec tous les chefs d'État à l'époque, en 1944, on dit qu'il faut des règles concrètes sur l'emploi, sur les salaires, sur le partage entre les dividendes et les salaires, dans chaque pays comme dans le commerce mondial. Et il y a la Chine, pour entrer à l'OMC, a signé des conventions sociales au BIT, et puis elle n'en respecte aucune. Et je pense que l'Europe a un rôle clé à jouer, parce que l'Europe est le premier client de la Chine. Mais en même temps, ne nous trompons pas dans les proportions. Moins de 15% du chômage vient des problèmes de délocalisation et de mondialisation. Donc ça existe, mais c'est moins de 15%. Et le reste, c'est essentiellement des gains de productivité qu'on n'a pas su gérer, ou c'est le fait qu'il n'y a pas de vraie politique du logement, c'est le vrai qu'il n'y a pas de vraie politique pour les PME. Voilà, c'est ça les vrais enjeux. La mondialisation, c'est moins de 15% du problème. Dans votre livre, vous expliquez que la croissance n'est pas la solution à tous les maux de la société. Et vous renvoyez l'UMP et le PS nos ados parce qu'ils partageraient la même pratique, la même solution. Est-ce qu'il faut aller vers de la décroissance comme le prônent certains écologistes qui sont dans votre parti ? Non. Je montre que la croissance, que par exemple, le Japon n'a même pas 1% de croissance depuis 20 ans. Je montre aussi de façon très concrète qu'en Allemagne ou aux États-Unis... S'il y avait plus de croissance, parce que ça ira mieux. Non, je montre, vous voyez, qu'en Allemagne ou aux États-Unis, jusqu'à il y a 2 ans, quand il y avait une croissance très forte, que la croissance n'était plus synonyme de plein emploi. En Allemagne, par exemple, il y a 3 ans, avant la crise, il y avait tellement de petits boulots, malgré une croissance forte, il y avait tellement de petits boulots que la durée réelle du travail était tombée à 30 heures en moyenne par semaine, 30 heures sans compter les chômeurs. Parce qu'on fait des gains de productivité dans tous les métiers. Ouais. On est dans un studio là où il n'y a pas de caméraman. Vous regardez autour de nous, il y a des robots partout, il y a des ordinateurs. Dans tous les métiers, on a fait tellement de productivité qu'on peut produire plus avec moins de travail. Donc c'est pour ça que la croissance, il y a 40 ans, c'était peut-être une solution, mais aujourd'hui, vu les gains de productivité, vu aussi la question du climat, vu aussi les ressources en énergie qui sont limitées, on ne peut plus compter sur la croissance, mais on montre, avec d'autres amis d'Europe Écologie, on montre qu'il y a des solutions, même sans croissance. Pas de solution des 32 heures. Combien ça coûterait à mettre en œuvre ? Eh bien, c'est équilibré. Vous avez peut-être vu qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. L'autre jour, j'étais avec le patron de Fleury-Michon. Ils sont tous passés à 4 jours et ça a créé plus de 150 emplois. J'ai vu le délégué du personnel de Maminova. Ils sont tous passés à 4 jours. L'usine travaille 6 jours par semaine. L'usine travaille 6 jours par semaine, mais les salariés ne font que 4 jours et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Chez Maminova, ils ont créé 200 emplois. 200 emplois en CDI. Et je montre comment... Ça ne coûte rien, les 32 heures. Ça ne coûte rien à mettre en œuvre. On peut le faire chez Maminova, concrètement, il n'y a pas de dogme, c'est à négocier dans chaque entreprise. Ils ont juste bloqué les salaires pendant 1 an et quand vous créez 200 emplois, ça fait des économies pour l'UNEDIC, pour Pôle emploi. Donc l'idée, c'est d'utiliser autrement l'argent qu'on mettait dans les caisses de chômage et ça fait 200 personnes en plus qui cotisent pour les caisses de retraite et les caisses de maladie. Donc il n'y a pas de solution unique, mais je montre qu'il y a 15 choses à faire pour réguler les banques, pour réguler les marchés financiers, pour taxer les plus hauts revenus. Ce qu'a fait Roosevelt en arrivant au pouvoir, il a dit au-dessus d'un certain niveau, je prends 80%. Et l'économie américaine a marché très bien pendant 30 ans en prenant 80% au-dessus d'un certain niveau de salaire. On verra si ce thème est dans la campagne présidentielle l'année prochaine. Les Verts vont devoir choisir un candidat, Nicolas Hulot ou Eva Joly. On va écouter Nicolas Hulot qui était sur RTL mercredi matin. Ce qui est important, c'est de peser demain dans les politiques publiques. Donc ce qui va être important à dater de la primaire, c'est d'aller convaincre des gens qui nous observent avec sympathie, mais qui ne sont pas encore convaincus que sur les modalités, sur le comment, on est capable. Eh bien, on va s'adresser différemment, chacun avec son caractère, certains avec son tempérament, chacun avec son culture. Moi, j'ai prouvé par le passé, notamment avec le pacte écologique, que les gens qui étaient à l'extérieur de la galaxie écologiste, j'étais parfois capable, massivement, de les faire venir vers nous. Vous êtes plutôt Nicolas Hulot ou Eva Joly ? Ça fait 1 an que je travaille avec Eva Joly, donc moi je soutiens Eva Joly, et après ça je respecterai le choix des militants. Moi je soutiens Eva Joly. D'accord. Elle pourra rassembler autant que Nicolas Hulot, qui apparemment pense qu'il peut parler... Je crois que les deux ont plein de qualités. Moi je suis très heureux. Il y a 1 an, tout le monde disait les écolos n'auront pas de candidat. Et maintenant, on nous dit qu'on en a 2 qui pourraient être très bien. Ils ont des qualités complémentaires, ils ont chacun des défauts, on en a tous. Et moi, je crois, et chacun a dit que s'il n'était pas désigné, il aiderait l'autre dans la campagne. De toute façon, moi, je ne crois pas à l'homme ou à la femme providentielle. Je pense que la crise est trop compliquée pour qu'on explique les solutions uniquement en quelques minutes à la télé et qu'il faut qu'on soit des centaines. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit des centaines à être capable d'être porte-parole de notre projet. Je crois vraiment qu'Europe Écologie a les solutions. Je crois que les autres forces politiques sont usées, archi-usées. Le PS est usé ? Écoutez, vous les connaissez bien. Dans le projet du PS, il y a des choses très bien dans certains domaines, mais sur la question du chômage et de la précarité ou sur les retraites, c'est comment être gentil, c'est pas du tout à la hauteur. Quand on nous dit que la croissance va revenir
pour sortir du chômage, le C'est un PS projet dit dépassé. oui, honnêtement, moi j'ai quitté le PS il y a 2 ans parce que je n'en pouvais plus du discours rassurant sur la croissance va revenir, la croissance va revenir, la croissance va revenir. Je montre dans ce livre que le meilleur scénario, le plus optimiste, c'est un scénario à la japonaise, c'est-à-dire une croissance très très molle pendant 20 ans, et qu'en fait il y a un énorme risque de crise majeure si on ne change pas le système beaucoup plus profondément. Donc entre François Hollande, Martine Aubry et Ségolène Royal, vous dites c'est la même chose Je ne Vous avez une dis pas préférence ça, quand c'est même vraiment pas mon problème. Lequel serait le plus à même? Honnêtement, la question, on est en train de vivre une crise climatique gravissime. On est qu'au début du mois de juin. La crise climatique va faire des 100 000 ou 200 000 morts cette année avec l'augmentation du prix des céréales. Les États-Unis ou la Chine peuvent être dans une situation de chaos financier. Attendez, on peut aller vers une crise majeure, pire que celle de 1929, et vous me demandez de choisir entre François Hollande ou Ségolène Royal. Je crois que je ne compte pas sur l'homme ou la femme providentielle. Je pense par contre qu'il faut qu'un maximum de citoyens prennent du temps pour réfléchir et pour qu'on soit le plus nombreux possible à faire bouger la société. Voilà. Et je crois que l'élection de l'année prochaine est très importante, c'est qu'il faut que la gauche gagne, mais une gauche complètement renouvelée. Merci Pierre Larouturou, et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro.